Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Finalement, il y a des gens qui arrivent. Bon, je vais commencer quand même parce que sinon, on va mettre tout le monde en retard. Donc, aujourd'hui, on voulait vous parler de microservices et de maxi supplice, comme on le disait tout à l'heure, ou comment on a détruit une architecture distribuée pour revenir à un majestueux monolithe. Avant tout, un petit disclaimer, parce que évidemment, le titre du talk est un peu provocateur. En fait, on ne va pas réellement ici attaquer ou critiquer les architectures distribuées et les microservices. On va plus vous faire un retour d'expérience sur comment on a mené une fusion, pourquoi on a mené cette fusion de microservices et qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Évidemment, aucun microservice n'a été maltraité pendant la fabrication de ces slides. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis tech lead chez CircularX. Et je m'appelle Yann, je suis chez Théodo. Donc un peu de contexte. CircularX, c'est un projet SaaS qui est issu d'un groupe qui s'appelle Recommerce, qui est expert dans le reconditionnement notamment de smartphones en Europe depuis une quinzaine d'années. Et donc ce produit SaaS, c'est la version B2B pour les gens qui veulent lancer des programmes de rachat. Donc si jamais ça intéresse des gens, on peut vous proposer ce service. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où commence l'histoire qu'on vous raconte, le projet a 2 ans, il est maintenu par une dizaine de devs. Et on a déjà des forts problèmes de couplage, des problèmes de performance aussi. Il est utilisé en prod par des très gros clients. Donc on a fait intervenir Théodo et Yann pour venir nous aider à régler ces problèmes et notamment fusionner les microservices. On va vous expliquer pourquoi. La première chose qu'on voulait vous dire, c'est que la dette, c'est jour 1. Ici, comme je le disais, le projet a 2 ans. Il est plutôt jeune, mais en fait, dès le début, on a commencé à accumuler de la dette, notamment pour une raison simple. Je crois que je peux tout de suite passer là-dessus, c'est qu'on a hérité du découpage en microservices de la maison mère. En fait, chez eux, ils avaient déjà un certain nombre de domaines métiers et de microservices qui fonctionnaient. Donc, quand le projet a commencé chez nous, on a tout de suite pensé qu'on aurait les mêmes domaines métiers, les mêmes microservices, et notamment les 8 que vous voyez là. Les 4 du haut, ils n'ont pas survécu 3 commits parce qu'ils ne servaient vraiment à rien. Donc là, je vais vous décrire grossièrement l'architecture, même si c'est pas super important pour la suite. On est sur une stack PHP Symfony API Platform. Donc on a 4 microservices avec chacun leur base de données, leur serveur web, et qui communiquent beaucoup trop, mais qui communiquent entre eux, avec un petit front en Vue.js devant. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le problème va se situer autour de toutes ces interconnexions, de ce couplage et ces dépendances. On aura le temps d'y revenir. Notamment, un des problèmes qu'on a, c'est que c'est pas vraiment une architecture distribuée qu'on a. On a certes plusieurs serveurs, plusieurs bases de données. En réalité, la plupart de ces services sont anémiques. Ce sont des entity services, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ils n'ont pas vraiment de code métier. Et au milieu de ça, on a un espèce de gros monolithe fourre-tout qui, lui, finalement, est déjà un monolithe. En fait, on a de l'adhérence forte entre ce monolithe et tous les autres services. Et même le terme monolithe distribué qu'on a mis ici, il est lui-même un peu faux parce qu'on n'arrive même pas à scaler convenablement, à faire évoluer un des services sans tous les faire évoluer ou à les déployer indépendamment. Donc en réalité, on est très très proche déjà d'un monolithe, mais juste avec des étapes non nécessaires en plus. Un autre problème qu'on a sur ce projet, c'est des responsabilités pas très claires. C'est-à-dire que on a des microservices, mais ils n'ont pas de domaine métier qui leur sont attribués. On n'a pas non plus d'équipe qui est attribuée à chaque microservice et on n'a pas non plus de domaine métier attribué à chaque équipe. Enfin, bref, en gros, c'est un spaghetti de non-responsabilité qui fait que c'est très compliqué de découpler les choses et puis de les rendre performantes. Donc c'est un des problèmes qu'il faudra attaquer. Aussi, un peu l'effet de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un effet fork bomb, donc une réaction en chaîne. En fait, évidemment, comme là, il y a énormément de calls entre les services pour chacune des requêtes, on se retrouve très très vite pour avoir juste la réponse à une requête, avoir un des services qui en appelle 4 autres, qui en rappelle 3, qui en rappelle 2, qui se rappelle lui-même, enfin un sacré spaghetti, et finalement ça vient remplir la file d'attente du serveur web, le pool PHP FPM. Et très vite, cette file d'attente, elle sature, et en fait les temps de réponse explosent complètement parce que le serveur peut juste pas tout traiter. Donc, à titre d'exemple, un des endpoints les plus importants sur les API en question, rien que pour répondre, il commence par faire 8 appels aux 3 autres services, et après eux-mêmes ils en font d'autres.
Donc il va falloir très vite qu'on trouve une solution à ce problème. Aussi, tout ça, ça présente des fondations un peu fragiles pour les futurs projets. Alors c'est quoi les futurs projets? Bon, déjà, on a quand même une roadmap qui doit continuer. Chez CircularX, on a prévu plein de belles choses pour le produit. On ne peut pas juste continuer sur quelque chose d'aussi peu fiable. L'équipe, elle doit s'agrandir assez vite. À ce moment-là, on avait prévu de au moins doubler l'équipe dev dans l'année qui allait suivre. Donc, résoudre la dette au plus tôt possible, ça aurait été quand même pas mal. Et puis surtout, on voudrait faire une API publique. Je ne vous fais pas de dessin, mais sur le genre de Méli-Mélo dont je vous parle depuis tout à l'heure, monter une API publique, ça risque d'être compliqué. Donc, on décide avant toute chose, avant même de décider de reséparer les domaines, etc., de fusionner les microservices pour résoudre ces problèmes. Mais pour ça, il nous faut un plan de bataille. C'est ça. Ce que nous a dit Alexis est très clair, il faut faire quelque chose. Mais plutôt que se jeter bille en tête, il faut définir un plan de bataille. Et là, c'est ce qu'on va faire. Ce plan de bataille, on va commencer par une métaphore. C'est comme si on cherchait à passer d'un côté à l'autre. On est d'un côté qui est pas très stable, on veut rejoindre un endroit qui va être davantage. Et le chemin entre les deux, il reste à inventer. Et la photo est très jolie. En plus, faire ça sous l'éclipse et tout, c'est chouette, mais c'est beaucoup trop risqué. Nous, notre métier, c'est plutôt d'éviter le risque, éviter les régressions, éviter les problèmes pour nos utilisateurs. Donc, par rapport à cette image-là, pour nous, il manque trois composantes. La première, celle qui choque le plus, c'est le fait d'avoir un filet de sécurité. C'est ce qui va nous permettre de revenir en arrière, d'éviter les gros problèmes au cas où des petits se présentent. Dans le monde de la tech, pour nous, ça veut dire deux choses. La première, la plus évidente, c'est le fait d'avoir une procédure de rollback. Dans notre cas de figure, on en avait un, on en était content, on savait l'utiliser. Ce que ça veut dire, c'est que là, dans notre migration, si on rajoute de nouvelles briques, il faudra être en mesure, elle aussi, de les rollbacker, de savoir les utiliser. Le deuxième filet de sécurité, c'est avoir du monitoring. Repérer manuellement qu'il y a une 500 sur la page d'accueil, c'est possible, c'est facile. Là, vu qu'on s'apprête à toucher à l'existant de manière exhaustive, il nous faut quelque chose de plus systémique pour détecter si des régressions apparaissent et les résoudre. Ça s'est orienté autour de 3 outils chez nous. Le premier était déjà en place, c'était Sentry. On a quand même amélioré son intégration, notamment en configurant l'APM et en améliorant justement tout ce qui a trait à la stack trace lors de la gestion des erreurs pour pouvoir vraiment réduire le lead time de détection de bugs et aussi être alerté aux moindres soucis présents sur la plateforme. On cherchait aussi à faire le ménage au préalable parce qu'il y avait un certain nombre d'exceptions qui traînaient. Le deuxième outil, il est un peu plus custom. C'est quelque chose qu'on a fait à partir de Grafana, Cassis et InfluDB. C'est pour faire des tests de charge. L'idée, c'est justement, sur des parcours utilisateurs spécifiques, être en mesure de simuler un certain nombre d'utilisateurs simultanés sur la plateforme et voir l'évolution du temps de réponse. Nous, là, notre travail, il a pour but d'améliorer la performance, mais vu qu'on est déjà dans une situation critique, on ne peut pas se permettre qu'elle se détériore. Donc c'est pour ça qu'on doit le surveiller tout au long de notre démarche. Le troisième outil, il était déjà en place, c'est toutes les métriques remontées via la console AWS. On est chez AWS. Et en fait, ces métriques, elles étaient gérées par Jean-Luc, notre DevOps. Et ça me permet de faire la transition avec le deuxième sujet. Après le fait d'avoir un filet de sécurité, en fait, il faut une équipe. On s'apprête on a besoin de connaissances en dev, en ops, en métier. Et en fait, on ne peut pas réunir ça juste nous deux là. Donc en plus de nous deux, qui on avait dans la communauté? Eh bien, on avait du coup Jean-Luc Gandalf en DevOps, on avait Nicolas Gimli en métier, on a eu un coup de main pour avoir un peu plus de force de frappe en dev de Joseph Sam, tout ça sous le regard de Ludovic Aragorn, le CTO. Super, on a une équipe. Il nous manque une troisième composante. En fait, on pourrait mener ce chantier de manière Big Bang. Et qui dit Big Bang dit quelque chose de plus risqué. Nous, notre démarche va être d'essayer de créer des plus petites itérations pour réduire le risque et aussi pour apprendre en cours de route. Donc là, par exemple, une manière très simple de découper, on veut passer de 4 services à 1, et on va pas faire ça d'un coup, on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, puis de 2 à 1. Donc, pour résumer, notre saut de funambule, on va être beaucoup plus serein si on a un filet de sécurité, des étapes intermédiaires et des copains pour nous épauler. Maintenant qu'on a ça, on est paré. Mais quel est-il, ce plan de bataille? Eh bien,
Déjà, on disait justement qu'on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1. Bah, il faut déterminer dans quel ordre on va faire ceci, dans quel ordre on va merger les différents services. Comment nous nous y sommes pris? On a fait ce petit diagramme. Ce petit diagramme, ça représente les différents calls HTTP faits entre les 4 services à notre arrivée. Bon, déjà, première blague, on voit que ident et stock s'appellent eux-mêmes en HTTP, ils sont un peu schizophrènes, c'est pas grave. Et de là, on a essayé de voir ce que représentait en termes de réécriture de call HTTP, de merger un service dans un autre. Par exemple, si on met diagnostic dans stock, il va falloir réécrire le 11 de stock à diagnostic, le 1 de diagnostic à stock, et aussi changer l'URL du call qui part de catalogue à diagnostic, vu qu'il va se retrouver dans stock. Donc en tout, ça nous fait 13 réécritures. OK. On évalue un peu comme ça les différents cas de figure, on déroule certains scénarios, et on arrive à la conclusion que c'est stock qui va faire office de service hôte et qui va emmagasiner petit à petit les autres services. Ce résultat, il est conforme à nos attentes. C'était un peu le service par défaut, là où les autres étaient plus spécialisés. Ce résultat, on aurait aussi pu l'obtenir d'une autre manière. Alors, n'essayez pas de regarder, c'était le modèle de données des 4 services. Et on a essayé, en fait, de représenter l'équivalent de foreign key, c'est-à-dire des colonnes qui pointent vers des champs présents dans d'autres bases. Et en fait, on s'est rendu compte que stock, absolument personne ne pointait vers lui. Donc il avait un peu ce rôle de service par défaut et qui donc va récupérer au fur et à mesure les autres. OK. On sait dans quel ordre on veut les merger, mais ça veut dire quoi, merger un microservice dans un autre, en prod? On a 2 défis à relever. Le premier défi, c'est les calls HTTP qui peuvent provenir du front, mais qui peuvent aussi provenir de services tiers, externes, des callbacks, des batchs nocturnes, des choses comme ça. Eux, on ne peut pas leur demander, en même temps que nous, de faire une bascule et de changer une URL. Donc, il va falloir faire en sorte que, lorsqu'on bouge un service dans un autre, au moins pendant un certain laps de temps, les anciennes URL continuent de fonctionner. Parce que sinon, on va au-devant de régression. Pour relever ce défi-là, on a utilisé API Gateway. API Gateway, c'est un service AWS qui propose plein de choses, et notamment plein de choses qui vont être utiles pour nous pour ensuite l'API publique dont parlait Alexis. Ça permet de faire de la gestion d'autorisation, ça permet de faire du versionning, mais ça permet aussi de faire un bed proxy. Et l'idée, c'est qu'on a du coup commencé par ajouter cette brique dans notre infra, pour l'instant avec un API Gateway par service, qui fait aujourd'hui bêtement du passe-plat. Il sert purement d'intermédiaire, mais on va s'amuser à trifouiller leur configuration plus tard. Le deuxième challenge, il concerne les données. On a une base par service. À terme, on veut une base. Donc il va falloir migrer le modèle et les données à l'intérieur. Cette phase de réplication, elle prend du temps. Il faut déterminer le comportement de la plateforme pendant cette phase de réplication. Notre première intuition, je vais faire très vite, n'essayez pas de trop lire ce schéma, ça a été de refuser l'obstacle. Ça a été de se dire, gérer le comportement de la plateforme pendant qu'on réplique les données, non. On va faire une page de maintenance. Donc, on avait un plan en 2 parties. La première partie, c'était, super, on copie le modèle, on fait une map classique, ça n'engendre pas trop d'opérations. 2. Ça n'engendre pas trop d'opérations supplémentaires. Et la deuxième, c'est là où on met une page de maintenance, on dump toutes les infos, on les rentre dans l'autre modèle, on copie, c'est là aussi le moment où on copie les différents endpoints, on réplique les données, on pose les crayons, on s'assure que tout marche, et on enlève la page de maintenance. Ce plan, il ne nous convenait pas pour plusieurs raisons. La première, c'était cette page de maintenance. C'est pas pour autant que c'était bloquant d'un point de vue métier, business, il n'y avait pas trop de soucis vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, ça soulevait un certain nombre de questions supplémentaires. La première, c'était, zut, c'était quand même un chantier très back, on va se retrouver à faire du front, donc à déployer le front. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas récupéré la dernière version de l'appli et il essaye de faire des call API, alors que nous, on est en train de faire de la tuyauterie derrière. Il y avait plein d'autres questions comme ça. Et on s'est dit, pas fou. Deuxième problème, on voulait justement avoir une démarche itérative pour limiter le risque,
et avoir quelque chose de plus simple. Là, on était sur un plan où il y avait une étape triviale et une étape presque Big Bang, justement, ce qui ne nous convenait pas du tout. Et puis bon, on n'avait pas très envie d'y passer la nuit à chaque fois. Donc, ok, on va essayer de prendre ce problème de réplication à bras-le-corps. Et ça tombe bien, il y a un service AWS qui répond exactement à ce besoin-là, qui est AWS DMS. DMS, c'est Database Migration Service. Et ce que ça fait, bêtement, c'est de la réplication de données. Ça fait aussi bien de la réplication one-shot, prends ces données-là, mets-les toutes là-dedans, mais ça fait aussi de la réplication au fil de l'eau. Quand une donnée est insérée, prendre le temps de la répliquer de là-bas. Et ça peut aussi faire de la réplication bidirectionnelle sans avoir de souci de boucle infinie. Ça nous a donné ce plan-là. Accrochez-vous, c'est la plus technique. On va la faire au fur et à mesure. Donc l'idée, première étape, ça bouge pas trop. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une map classique où on fait que prendre le modèle du service 1 qu'on met dans le service 2. Tranquille. On active aussi la réplication des données à ce moment-là. Donc les données qui étaient dans le service appelé à disparaître se retrouvent dans le service hôte. De là, on fait une deuxième map, elle aussi classique, où on prenait les endpoints de l'ancien service qu'on déplace dans le nouveau. Pareil, ces endpoints, pour l'instant, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas exposés par API Gateway, donc tout va bien. Là, c'est le moment où on rigole un peu. C'est ce qu'on appelle l'étape de bascule, où on dit au API Gateway de gauche, désormais, tu n'exposes plus l'ancien service, tu rediriges sur le service qui a récupéré le modèle et les endpoints. A priori, tout devrait passer. On regarde le monitoring. S'il y a des soucis, super. On rebascule dans l'autre sens, on remet comme avant, et c'est la réplication bidirectionnelle qui va faire en sorte de prendre les données qui étaient dans le nouveau service et les remettre dans l'ancien. On n'a rien perdu. De là, on n'a plus qu'à faire le ménage. Le ménage, ça veut dire nettoyer les déploiements, les Dockerfiles, la codebase, l'install local. Tout ça, ça peut être fait en asynchrone, avec des maps classiques. Et ensuite, en fait, il reste quand même un truc. Le service hôte, quand il a toujours l'impression que l'ancien service, il existe. Et d'ailleurs, il y fait des calls HTTP. Bon, il se les fait lui-même au final, donc il est un peu schizophrène. Donc il va y avoir une étape à faire après, où on va réécrire ces calls HTTP avec de la logique métier interne. Ok. À ce plan-là, on se dit, on peut y aller. Bon, ça suppose de ne pas trop toucher aux fonctionnalités du back-end pendant ce temps-là. Normalement, ça concerne que les deux services qu'on est en train de merger sur 4. Le souci, c'est que notre back, il est giga couplé. Donc on a du mal à identifier des features qui ne concerneraient que les autres services. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on touche plus au back. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va leur faire faire au dev back à ce moment-là? C'est apparu quand on a voulu faire ce plan-là. Un peu une chronologie avec les différentes opérations qu'il y avait à faire côté dev, infra, sur les différents services au cours du temps, les opérations en prod que ça engendrait. Et en fait, c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité. Pour gagner du temps et réduire la durée du freeze, ce qu'on pouvait faire, c'était que une fois qu'on avait mergé les deux services et qu'il ne restait plus qu'à réécrire les calls HTTP, on pouvait confier cette tâche aux équipes de dev pendant que nous, on démarrait le merge du service d'après. Tout le monde était content, les gens s'occupaient, les devs s'occupaient, et nous, ça nous permettait de réduire la durée du freeze. Pour s'entraîner, on a fait des répétitions en pré-prod. L'idée, c'était, vu qu'on faisait des opérations de bascule qu'on n'avait jamais faites auparavant, de voir combien de temps ça prenait, dans quel ordre fallait faire les opérations, qui en était responsable. On a pu en déduire des chronogrammes, qui nous étaient vraiment une feuille de route à suivre le matin des MEP. Et on était très contents parce que une bascule prenait un peu moins d'1 heure, et on n'avait pas à se lever à 4 heures du matin pour le faire. Donc c'est super, on a notre plan de gros cerveau très intelligent, donc évidemment tout va bien se passer. Non.
On a fait un petit tour en théorie jusque-là. Maintenant, il est temps de passer à la pratique. Alors, la première chose à retenir, c'est aussi c'est la façon dont on a historisé les décisions. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec le concept d'ADR, pour Architecture Decision Record. C'est une pratique qu'on n'utilisait pas chez CircularX, que Yann nous a présenté et que en fait, maintenant on utilise pour absolument toutes les décisions, y compris les décisions qui ne sont pas de l'architecture d'ailleurs. Et le principe est assez simple, c'est de peser les critères lorsqu'on a une décision à prendre, de les pondérer, les conséquences aussi, les dates, toutes les informations qui peuvent aider à prendre une décision, et surtout de l'écrire. Pas forcément de l'écrire d'une manière très formalisée ou selon un standard. Là, on vous a mis quelques exemples de la vraie vie de nous. Il y a des trucs faits à l'arrache sur Miro, il y en a d'autres un peu plus organisés dans Confluence, ça peut être sur un bout de tableau blanc, peu importe. Le but, c'est surtout de se rappeler pourquoi on prend des décisions. Notamment, en fait, tout ce qu'on vous raconte, là, ça s'est passé il y a à peu près 1 an. Et aujourd'hui, on est capable de se rappeler pourquoi on a pris chacune des décisions, parce que c'est écrit là-dedans. Ça permet de divulguer les choix aux autres équipes aussi, quand vous travaillez avec d'autres équipes. Ça permet de faire un support de discussion. Et le jour où les critères sont plus à l'ordre du jour, on peut remettre en question la décision sereinement, parce qu'on sait exactement pour quelle raison on l'avait prise au départ. Donc, je conseille fortement. Ce qu'on a dû faire ensuite, c'est émerger la code base. Ce que j'entends par là, c'est aussi bien les sources que les bases de données, comme vient de l'expliquer juste avant. L'idée, c'est qu'on veut que ce soit pas très long pour que le freeze dont parlait Yann dure le moins longtemps possible. Et aussi, on ne veut pas trop réécrire de choses. On veut faire le travail minimal avec les étapes les plus petites. On supprimera pas beaucoup de dettes, mais on ne veut pas en ajouter. Donc, il va falloir être minutieux. La première chose qu'on fait, et Yann le disait, c'est qu'on a ces requêtes HTTP qui vont de service en service. Il va falloir les remplacer par du SQL. En réalité, la première étape déjà, c'est de les remplacer par des calls HTTP qui appellent le même service que celui qui appelle. C'est pas du tout performant, mais ça fait une étape simple. Ensuite, on va réécrire les services PHP vraiment qui avaient le rôle d'appeler les différents services en HTTP. Et à l'intérieur, en fait, on passe ce qui était du HTTP en SQL, mais de l'extérieur, le contrat de la classe ne change pas. Comme ça, on fait vraiment impact minimum. Toutes les équipes peuvent continuer à reconnaître le code qu'elles ont connu depuis le début. Et la troisième étape, évidemment, ce sera de réécrire une partie du modèle ou de la façon d'obtenir les informations avec peut-être des foreign keys en plus qui manquaient. Maintenant que tout est dans la même base de données. Mais ça, on peut le faire beaucoup plus tard. Sur la partie où on frise le code, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Puis surtout, on peut le refiler aux autres équipes, ce boulot. Donc, il va falloir merger les bases de données et éviter les collisions. Ça paraît bête, mais on n'est pas peu fiers d'avoir eu la clairvoyance de vérifier les noms des tables avant de merger les bases de données, parce qu'il y avait des noms qui étaient utilisés dans plusieurs des services. C'est pas grand-chose, mais ça aurait été vraiment dommage d'effacer toutes les données d'un des microservices. Donc en l'occurrence, ça nous a permis aussi de commencer à réfléchir à pourquoi on avait deux choses qui s'appelaient pareil, pourquoi on les avait nommées comme ça. Et en fait, ça a commencé à faire germer dans notre tête l'idée de peut-être qu'il faut qu'on apprenne à nommer les choses. Et donc ça nous amène sur un autre sujet, c'est qu'en plus de la base de données, on a aussi eu des endpoints et en fait tout simplement des objets métiers qui avaient parfois des noms où on ne se comprenait pas d'une équipe à l'autre, on ne savait même pas déjà dans quel domaine ça se situait. Et on a planté la petite graine du DDD, donc le Domain Driven Design, qui... pour faire très simple, parce que c'est pas un talk sur le DDD, met quand même vachement l'accent sur le lexique et la sémantique et le sens des mots en les rapprochant entre le business et la tech. Mais là, on pouvait pas faire ça tout de suite, donc on a commencé par ranger les fichiers. Donc ça, c'est une vision un peu simplifiée de ce qu'on avait dans chacun des microservices à gauche et à droite de ce qu'on a voulu faire pour ce monolithe, parce qu'en réalité... avec toute la dette et les nombreux fichiers qu'il y avait, on n'avait pas envie d'avoir un dossier contrôleur avec 160 contrôleurs de tous les microservices mélangés. Donc il a fallu déjà commencer à réfléchir à un rangement, même si on ne connaissait pas encore nos domaines métiers. On les voyait un peu se dessiner, mais on n'était pas serein. Et donc, vous voyez à gauche, en fait, c'est rangé par archétype. C'est un truc classique qu'on retrouve en Symfony. En fait, on a les commandes, les contrôleurs, les repositories... classiquement. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne connaît peut-être pas les domaines métiers, mais on connaît les features. Donc si on commence à faire un dossier feature comme de l'autre côté, je montre le mauvais côté, ici,
et ben, on sait déjà qu'il y a des équipes qui ont le ownership sur des features, ça c'est plutôt clair, parce qu'il y a bien des product owners et des tech leads qui savent qu'eux, ils maintiennent cette feature-là. Donc ça permet déjà de se débarrasser, de mettre des petites cases et de dire ça c'est chez vous, ça c'est chez vous. Et plus tard, quand les domaines seront un peu mieux définis, parce qu'on prévoit de faire des ateliers pour se former au DDD, et ben, on a déjà un ownership sur les dossiers, et chacun peut juste aller mettre ça dans son domaine, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a effectivement ce plan de gros cerveau dont je parlais tout à l'heure. On a des stepping stones, des petites maps, des baby steps. Tout est bien planifié. Mais évidemment, ça ne va pas bien se passer. Donc on commence le voyage inattendu. Première douille, c'était un problème de timeout. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, Yann a parlé du fait qu'API Gateway, ça marche super bien. Effectivement, ça a été très pratique pour la fameuse bascule dont on a parlé tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de problème. On avait aussi donc les fameux tests en charge Cassis dont Yann a parlé aussi. Et ça a commencé par une bonne surprise parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y avait des calls sur l'image d'illustration de Cassis qui dépassaient la minute. Et donc là, on n'a plus aucun call qui dépasse 30 secondes sans rien faire. On se dit waouh, c'est quand même fou d'avoir optimisé comme ça. Et en fait, je pense que vous devinez, mais tous ces calls, ils sont en timeout CD 504. C'est parce que API Gateway a une limite, un timeout de 29 secondes qui n'est pas débrayable, même en disant s'il te plaît. Donc là, on se retrouve un peu bloqué parce que on n'a pas vraiment prévu d'optimiser avant de commencer la fusion des microservices. On avait même espoir que c'était la fusion des microservices qui allait régler une partie du problème de performance. Et timeout égale pas de body. Hein. Du coup, ces requêtes-là, elles sont inutiles. Du coup, on a fait un ADR, dont je parlais avant, et on a évalué plusieurs solutions possibles. La première, c'était on change de solution technique. Peut-être qu'au lieu d'utiliser API Gateway d'Amazon, on pourrait utiliser Kong, par exemple, qui nous laisserait customiser les timeouts comme on veut. Pas trop envie de changer ça maintenant, parce que pareil, le plan était déjà bien établi. On aurait pu chercher à rendre ces endpoints peut-être asynchrone. Il y en a certains qui ont des traitements. Ça ne nous arrangeait pas, parce que là aussi, il y avait des non-tech qui utilisaient les endpoints et qui avaient besoin d'avoir un body, donc le traitement asynchrone. Et puis surtout, on n'avait pas envie de faire des améliorations et des évols. On est juste en train de merger des microservices. Et donc, il y avait la troisième solution de l'ADR, c'était ma préférée, c'était de rien faire. Et on s'est dit qu'on allait faire ça. Pourquoi? Non, il y a quand même une explication. C'est que beaucoup de ces endpoints étaient à usage interne, beaucoup dépassaient déjà la minute dans ceux qui sont à 30 secondes là, donc ils avaient un timeout du serveur web dans tous les cas. Et puis, comme je le disais juste avant, on a quand même espoir que ça se corrige avant la fin de la fusion des microservices. On sait que c'est le couplage qui a créé des problèmes de performance. Donc pour l'instant, on fait rien, mais un peu peur quand même. D'autres side effects. Donc, encore une fois, petit outil d'Amazon dont a parlé Yann tout à l'heure, DMS pour la réplication entre deux bases de données, la réplication bilatérale là, sans boucle infinie, c'est vrai que ça marche bien. Ça marche super bien, mais un jour, on a un développeur d'une autre équipe, vraiment un projet, une application qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui vient nous voir et qui fait, était au courant qu'on avait ce genre de chantier en cours. Si vous avez fait quelque chose sur les bases de données en prod, parce que on a tous les MySQL qui sont down chez nous. Fait, oui, effectivement, on a un peu touché à la base de données, mais pourquoi nous, nos bases de données vont bien en prod? Et donc, en fait, il s'avère que DMS, ça marche bien, mais ça consomme de la ressource. Comme nous, on avait une petite base de données, on n'a pas eu trop de problèmes sur les ressources qui étaient utilisées. Mais en fait, on partage les ressources côté AWS avec cette équipe-là. On a la même base de données de prod qu'eux, alors que le projet n'a rien à voir. Et eux, ils avaient des gros traitements nocturnes qui tournaient avec du queuing fait en MySQL. Et avec DMS, c'était down, quoi. Donc, un peu embêté, nous, parce qu'on avait besoin, c'était notre filet de sécurité. Le DMS, ça nous permettait de revenir en arrière à toutes les étapes, si vous vous rappelez le petit schéma de tout à l'heure. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est OK, en fait, finalement, on pourrait faire juste une copie une fois au début. On sait que cette copie, elle prend moins d'1 heure. Et comme ça, on a bien la réplication qui est faite avant toute chose. Et on n'a pas besoin de la laisser en continu. Donc, ça permet que le temps où la base de données des copains est ralentie soit un petit peu réduit.
Bon, par contre, si on veut faire un rollback, il faut aussi qu'au moment où on revient dans l'autre sens, on ait bien les mêmes données dans la base de données source. Donc, dans le cas où on voudrait refaire une bascule, il faudrait refaire une copie DMS. Donc, ça ferait 2 copies one-shot au lieu d'une copie en continu. C'est manageable, on s'en sort pas si mal. Mais bon, on a pété la prod des copains, on s'en serait bien passé aussi. Excusez-moi. Un peu d'ASMR. Alors, on a aussi les outils qui nous ont claqué dans les doigts. Nos petits tests Cassis, là, on était très fiers. Nous, on avait fait un petit cahier. Dès le début, on avait établi un protocole en se disant, voilà, on va mesurer, on va prendre 4 mesures à chaque livraison, et puis on va être content parce qu'on va voir que ce qu'on fait, c'est super et que la perf s'améliore. Elle ne s'est pas améliorée. En fait, bon, je vous raconte pas le scénario en détail, mais en fait, on a 4 colonnes, ce sont des temps de réponse, et on mesure en gros combien d'utilisateurs en parallèle on peut avoir pour rester en dessous de 500 millisecondes de temps de réponse, en dessous d'une seconde, 5 secondes, 10 secondes. Et au bout de la 10e release, non seulement c'est de pire en pire, mais en plus les performances, enfin le nombre d'utilisateurs qu'on supporte en dessous de 10 secondes est inférieur au nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir en dessous d'une seconde. Ce qui n'est pas très cohérent. Donc on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il se trouve que le script JS qu'on avait fait pour analyser les points de la courbe qui sont dans InfluxDB, ce script, il était un peu faulty. C'est quand il ne trouvait pas de points sur la courbe, il prenait les résultats du test d'avant. Donc on avait la moitié des résultats minimum qui étaient inexploitables. Donc tous ces petits cahiers de tests nous ont pas servi à grand chose. On a pu garder un quart des données. Mais... Autre chose, donc après ces petites péripéties, on se retrouve la veille de la livraison de la dernière fusion de microservices. Donc on en a déjà fait 2, il reste le dernier qui est le plus gros qu'on va mélanger dans le monolithe. Donc on a 20 heures à peu près de la mise en prod de la dernière partie à ce moment-là. On ne peut plus vraiment s'arrêter parce qu'en plus toute la roadmap est prévue pour qu'on continue après, qu'on ne peut pas continuer le freeze. Et là on se dit, mais il n'y avait pas une fonctionnalité de SSO dans notre application? Est-ce que comme on est en train de merger le service identification et qu'on change son URL, il n'y a pas des gens dont le SSO risque d'arrêter de fonctionner? C'est bien le cas, c'est juste notre plus gros client. Il n'y a qu'un client qui utilise le SSO chez nous, mais c'est le plus gros. Et on n'a pas du tout testé ça. Et là, c'est un peu la panique parce qu'en fait, les équipes qui connaissaient le SSO n'étaient pas là à ce moment-là, notamment les product owners. Et nous, on ne sait ni où le tester, ni comment le tester, ni avec quel identifiant. On n'a pas d'environnement dispo pour ça. Donc, la panique. Hein. On peut voir ma détresse dans les messages, je pense. On finit par avoir un environnement pour le tester en suppliant les bonnes personnes et avec de la débrouillardise de certains. Évidemment, au moment de tester, ça ne marche pas. Hein, ça aurait été quand même super étonnant. Coup de bol. En changeant juste la variable d'environnement qui contenait le host, tout est retombé en marche. Donc c'est bon, à 15 heures de la dernière MEP, on est sûr que le SSO marche. C'était pareil, une frayeur dont on se serait un petit peu passé. Mais bon, ça y est, on a un monolithe en prod, on est content, on a à peu près réussi la mission. Il va falloir voir un petit peu ce qu'on en tire comme résultat, parce qu'on a pronostiqué un gain de perf. Maintenant, il faut voir si ça s'avère vrai ou pas. Première chose, ça, ce sont les chiffres de l'APM Sentry. Donc, le endpoint buyback que vous voyez ici, c'est le endpoint le plus important chez nous, parce que c'est un peu l'équivalent du endpoint order ou de commande dans un site de e-commerce, sauf que comme nous, c'est de la reprise, c'est du buyback. Vous voyez qu'au début, il répondait en une trentaine de secondes pour la plupart des utilisateurs, et c'est pas reluisant. Et ce qui est sympa sur ce graphique, c'est qu'on voit les différentes étapes où on a mergé les microservices, parce qu'on a vraiment des drops de temps de réponse à chaque fois, pour finir au moment de la fin du chantier à moins de 5 secondes. Oui, c'est pas génial, on le sait, on a continué à travailler dessus après. N'empêche que de 30 à 5, juste en réunissant des choses, nous, on était déjà contents, puisque ça permettra aussi d'y voir plus clair derrière. Je sais plus. Oui,
de team ownership. Oui, en fait, je crois vraiment que c'est ta slide. Ce qu'on a appris, oui, voilà, parce que je parlais de domaine driven tout à l'heure, c'est qu'on a pu aussi commencer à se former au DDD et à commencer à définir quelle équipe s'occupait de quel domaine métier. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce que là, on est 1 an plus tard. Je peux vous dire qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs de couplage qu'on avait à l'époque. Et ça, c'est cool. Il y avait un autre enjeu, c'était un enjeu de temps, parce que on a parlé de freeze, on a parlé de choses qui quand même étaient assez lourdes dans la roadmap. Nous, toute la phase de préparation, mise en place des outils, définir le plan de bataille, ça a duré à peu près 2 mois, où c'était principalement nous deux. Et la phase de freeze, elle, quand on a mis le plan à l'écrit, on est arrivé sur du 1 mois. Et on arrivait sur la dernière mise en production le 24 juin. Un lundi. Et coup de bol, on a réussi à faire tenir tout ça en même un peu moins de temps que prévu. On a livré le jeudi. C'était le jeudi 22, donc ça doit être lundi 26. Et coup de bol, pourquoi? Parce que le vendredi 23, c'était le moment où l'équipe qui allait démarrer l'API publique se retrouvait pour la première fois pour lancer le chantier. Donc vraiment, c'est le moment où on a plié la tuyauterie et juste après, on a pu faire des choses vraiment intéressantes, des choses vraiment métiers. Et du coup, on était content de permettre ça et de ne pas avoir débordé par rapport aux estimations initiales. Ouais, donc je pense que vous l'avez vu, il y a quand même des choses qu'on aurait pu mieux faire, parce que là on s'envoie des fleurs, mais il n'y a pas forcément toujours de quoi. La première chose, c'est d'impliquer plus les product owners. En réalité, d'impliquer plus tout le monde en fait. Le problème du SSO dont je parlais tout à l'heure, où nous on n'était pas au courant de comment ça se testait, il n'y a rien. En fait, il y a bien quelqu'un qui avait des cahiers de tests pour le SSO, il y a bien quelqu'un qui était en maîtrise du sujet, quelqu'un qui savait où et comment le tester. Simplement, on a un petit peu fait les malins, nous, à y aller tête baissée pour faire le boulot. Mais si on en avait parlé juste avant que la personne soit en congé, il n'y avait pas de problème. La passation aurait été faite et on se serait épargné une grosse frayeur avec ce SSO. Ouais, je crois que c'est à peu près tout sur cette slide. Aussi, calibrer nos outils. Là, vous l'avez vu avec Cassis, hein, on a fait un super cahier de test en charge en se disant, voilà, on va tester ces 4 mesures à chaque release. Peut-être que ça aurait été malin de tester sur des releases où on fait rien déjà et de voir si les résultats sont consistants, ce qu'on aurait vite vu qu'ils ne le sont pas. On a attendu quand même la 10e release pour réagir, c'est peut-être un peu beaucoup. Et puis, je ne sais pas trop s'il y en a qu'on fait attention dans le graphique Sentry que j'ai montré juste avant, mais il y a un trou dans les résultats. On ne sait pas ce que c'est. C'est 1 an plus tard, on ne sait toujours pas. Non, enfin, je pense qu'il y a une variable de DSN qui n'avait pas été définie à un moment, mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, nous, on s'en est même pas rendu compte, on n'avait pas spécialement d'alerting, on surveillait mal. Donc c'est bien d'avoir des outils, mais si ce trou il avait duré 3 semaines de plus, en fait, on n'aurait jamais pu mesurer le gain de perf, ce qui est quand même super dommage quand c'est l'objectif du chantier, quoi. Donc, tout ce chantier, on en a retiré un certain nombre de choses qu'on a envie de partager avec vous. Les premières leçons, elles concernent la manière de démarrer un projet. Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans avant notre intervention, il y a eu des décisions qui ont été prises qui, au final, ont mené à ce qui s'est passé. J'ai repris cette image de Martin Fowler, célèbre gourou de la tech, qui disait qu'il faut une certaine maturité pour utiliser des microservices. Quand Martin Fowler développe ça, il parle surtout de maturité technique, en termes de déploiement, de DevOps, d'infra, même de découpage de code. Ce qu'on veut rajouter aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi une maturité métier. Pour être en mesure de découper son métier en différents services, il faut que les domaines métiers soient déjà clairement définis. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on lance comme ça une nouvelle appli, le métier, on se cherche encore un peu. Donc c'est compliqué de procéder à ce découpage-là. Faut être sûr de son coup, et sinon ça cause les problèmes qu'on a pu avoir. Parce que notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des domaines métiers identifiés, mais qu'il n'y avait pas d'ownership à en parler. C'était devenu des services qui faisaient vite fait du CRUD sur 2-3 entités qui avaient des liens entre elles, sans logique à proprement parler. Et en fait, quand on fait ça, on se retrouve à remplacer des géométries SQL par des calls HTTP. Et ça, c'est pas très performant. En termes de pattern, on appelle ça des entity services, comme le disait Alexis, et c'est aujourd'hui considéré comme un anti-pattern.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand effectivement, parfois les domaines métiers sont pas super clairs dès le début, ou quand on n'a pas la maturité technique pour avoir des microservices, bah, on peut faire un monolithe modulaire en fait. C'est pas parce qu'on fait pas des microservices qu'on n'a pas le droit de découper son code. Ça paraît sûrement évident à certains, mais parfois on a tendance à l'oublier quand on parle de microservices. Il y a des monolithes qui sont très bien découplés. Nous d'ailleurs, il y a un module dont on n'a pas trop parlé là dans les slides, mais qui est le module Refurb, le reconditionnement chez nous, qui a été fait un peu plus tard que tout le legacy dont on a parlé. Lui, il a été construit à l'intérieur du service un peu monolithique, la stock, et il est parfaitement découplé du reste de l'application. Et le jour où on veut sortir Refurb en fait, dans son propre microservice, ça coûtera beaucoup moins cher. C'est possible. Aussi, bah ouais, il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. On l'a vu avec le partage des ressources de base de données dont je vous parlais tout à l'heure. Ça aurait pu coûter très cher cette histoire d'avoir des bases de données partagées sans savoir que c'est le cas. Vraiment séparer les concerns, c'est important. Là, c'est plutôt les leçons pour justement les prochains chantiers techniques complexes que vous pourriez être amené à mener de votre côté. Ce conseil-là, ça consiste à justement garder un peu la tête hors du guidon. Notre plan initial, qui était un peu le plan à l'ancienne pour migrer les données, de passer par une page de maintenance, bah, au final, c'était pas du tout la meilleure solution. En regardant avec des outils cloud, on a eu un truc qui était plus élégant, plus simple, plus itératif, et qui tout nous a vraiment simplifié la vie. Donc on se dit que c'est un petit conseil à garder dans un coin de sa tête. Quand on se lance un chantier comme ça, pas juste appliquer les recettes qu'on connaît déjà, mais regarder si y a tout simplement pas mieux sur l'étagère. On reprend cette slide-là. Chantier technique complexe. On croit vraiment au fait d'avoir un filet de sécurité. Sinon, c'est trop risqué d'y aller. On croit vraiment au fait d'avoir cette démarche itérative. C'est ce qui nous a permis d'améliorer aussi en cours de route, de découvrir justement, ah bah tiens, zut, DMS, ça fout le souk chez les copains, ok, on va itérer, on va faire mieux. Et aussi, limite, on a travaillé en équipe, mais presque pas assez. On n'a pas assez impliqué d'autres personnes qui ont causé certains des problèmes. Donc, on croit vraiment à ce process-là. Bah, du coup, c'est lié, mais effectivement, avoir un plan de visibilité partagé, c'est important. Déjà, ça permet de voir des problèmes qu'on n'aurait pas pu voir parce qu'on n'avait pas inclus autant de personnes, et puis aussi de voir des opportunités. Là, le plan que montrait Yann tout à l'heure avec le planning et les différents streams de chaque squad qui nous aidaient, ça aurait vraiment été compliqué de faire travailler plusieurs squads sur un projet qu'ils n'avaient pas conçu si on n'avait pas documenté, expliqué et partagé ce plan en fait. Et du coup, on veut terminer avec une note d'optimisme, d'espoir. En fait, souvent, dans des équipes tech, il y a une certaine fatalité des devs vis-à-vis de la technique. Surtout comme ça, quand elle est structurelle et liée à des choix inhérents au tout début du projet. Et ensuite, on doit se les coltiner pendant longtemps, et on se dit, je vois pas comment se débarrasser de tout ça sans tout cramer, repartir sur les basses scènes. Mais en fait, le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ça va demander un certain nombre de choses pour s'en sortir. Ça va demander de rendre visible le problème, ça va demander d'impliquer les bonnes personnes, de mettre en place un plan de bataille, réfléchir à toutes les éventualités. Comme l'a dit Alexis, devoir improviser parce que non, ce n'est pas possible d'envisager toutes les éventualités. Donc, il y aura forcément des choses que vous n'aurez pas prévues et qu'il va falloir gérer sur le tas. Il va falloir réagir grâce à tout cela. Mais malgré tout, le jeu en vaut la chandelle parce que derrière, tout le monde en profite. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, pardon. Oui. Ah notamment, nous, le CTO, il a été d'un grand appui parce que, effectivement, ne serait-ce que d'expliquer la nécessité de faire tout ça et de prendre 2-3 mois avec un peu de monde dessus, ça demande un peu de soutien. Heureusement, on a de la chance d'être dans une boîte où c'est assez compris le problème de dette. Et je pense que d'insister sur le fait que plus ce sera tard, plus ça va coûter cher, c'est quand même un argument qui n'est pas négligeable. Mais ça aurait été impossible sans le soutien du CTO, c'est sûr. Ce qui aussi a rendu le sujet plus urgent, c'était le fait d'avoir ce sujet d'API public et où il était clairement inconcevable de faire une API publique performante avec l'écosystème de l'époque.
Oui. C'est friction, le troisième mot. Est-ce qu'on a des frictions sur le fait de merger en un monorepo? En fait, il se trouve qu'on était déjà en monorepo. C'est ça qui est un peu particulier. C'est qu'on avait 4 microservices, mais au même endroit, et qui partageaient, qui avaient même une espèce de lib common en commun. En fait, il y a juste un virtual kernel qui était créé pour juste charger certains fichiers en fait, dans chaque microservice, mais c'est la même code base. En fait. C'est aussi ça qui a rendu le déplacement de certains fichiers plus facile. Tu veux Tu parlais du fait aussi qu'il pouvait y avoir de nombreuses équipes. Nous, on était dans un cas de figure où il y avait à l'époque 2 équipes. On est devenu la 3e. Clairement aussi, qui dit microservice, dit souvent normalement quand même des projets assez mastoc. Quand il y a 2 équipes de 4-5 développeurs, c'est peut-être déjà un peu overkill. Quelqu'un d'autre au fond, je vois pas bien. Ouais. Je suis désolé, je t'ai absolument pas entendu. En gros, ce qu'il décrivait, c'est que ce qu'on avait, c'était pas des microservices, c'était limite des macroservices, ou enfin un truc un peu entre deux, et que plutôt que de passer sur un monolithe, on aurait pu chercher à redécouper davantage. Alors nous, ce qui se trouve, c'est qu'on s'est dit, on va déjà tout remettre au même endroit avant d'éventuellement redécouper, parce que, en fait, là, aujourd'hui, c'était vraiment spaghetti. Je sais que là, tu peux en parler, tu as une démarche DDD qui parle éventuellement de faire redécouper des domaines. Effectivement, en fait, vraiment, c'est dur de présenter de façon simple à quel point, on utilise le mot couplet, mais c'est pas couplet, hein, c'était un monolithe qui a été éparpillé en morceaux, vraiment sans aucune logique. Et entre-temps, après avoir fait une petite formation domaine-driven avec les gens du métier, product owner et tout, maintenant on a des squads qui ont vraiment un domaine attribué. On a commencé à ranger tout ça, à découper proprement, et là, on commence à avoir un petit peu des services plus propres. Donc on s'interdit d'ailleurs absolument pas d'en faire des microservices séparés le jour où on voit l'opportunité, notamment en termes de scalabilité. Et c'était pas possible, en tout cas pas dans un délai comme ça, de dépatouiller ces services. Donc nous, on avait besoin d'abord de rassembler, gagner de la perf, faire l'API, et ensuite, 6-8 mois plus tard, on a commencé à réfléchir à comment on redécoupe mieux. Mais c'était une étape nécessaire, sinon on ne pouvait pas dépiler la roadmap, quoi. Je ne sais pas si ça répond trop à la question. Si. Oui, je pense qu'on a le temps. En termes de consommation de ressources, moi, j'ai pas trop d'infos sur ce côté-là, je t'avoue, c'est pas les choses qu'on a observées le plus. En réalité, il y a peu de chance parce que ça reste, que ce soit côté base de données ou côté serveur, on n'est pas soumis à des énormes charges par la nature de l'application pour l'instant et puis la taille de l'entreprise il y a un an. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait une différence majeure. Là où je pense qu'il y a eu un gain, c'est les process PHP qui restaient en attente parce qu'ils n'arrêtaient pas de déclencher des appels et à attendre des réponses. Désormais, on a un truc où ça se fait un peu sur place. Donc je pense que sur ces ressources-là, on a dû gagner. Sur la base de données, je pense que c'est très similaire. C'est une non-réponse. C'est une bonne remarque et en plus j'ai tout entendu. Non, on n'a pas vraiment. En fait, ce qui nous a servi le plus à réaliser ce qu'on avait fait, c'est de préparer ces slides au final. J'ai l'impression que sur la fin, on répond un petit peu à cette question de comment commencer un projet. Donc, ce qu'on aurait fait si on pouvait revenir 2 ans en arrière et recommencer le projet. En réalité, on aurait fait un monolithe modulaire et on aurait peut-être même commencé par des ateliers DDD avec le métier. En fait, en gros, ce qu'on a fait a posteriori, on l'aurait fait dès le début. Enfin, moi, je le formulerais comme ça.
On n'a pas eu de rétro à en parler. On a amélioré notre processus suite au retour, mais sans avoir une. Enfin, c'était plus une réaction dans l'urgence que quelque chose de mûrement réfléchi et d'anticipé. Je pense qu'on va vous libérer. On me fait signe que non. Mais vous pouvez venir nous voir juste après, on sera disponible. Merci pour votre écoute.